Nous sommes ravis, Marie-Luce et moi. Tous les deux, nous travaillons chez Opéra Cyber et intervenons assez souvent sur les sujets de sensibilisation des dirigeants et des équipes des entreprises de secteurs variés, de taille variée. Et nous avons une idée de ce webinaire parce que effectivement, j'ai vécu plusieurs tentatives d'attaque. Et vu que c'est la rentrée, je me disais que ça peut être une bonne idée de partager avec vous quel type d'attaque ou quelle combinaison d'attaque ont été employées et comment j'ai réagi. Et donc, ça pourrait donner peut-être les idées et les armes pour ceux qui s'intéressent à la culture cyber. Donc, nous sommes 5 en ligne. Ok, ouais, je vous propose de commencer parce que malgré le nombre peu important, on va le faire. En fait, il y a eu a priori une vingtaine de personnes qui ont accepté ce webinaire, mais c'est pas grave. C'est un plaisir pour moi de parler de ce sujet et nous allons éventuellement refaire le même webinaire, peut-être avec plus d'applications un petit peu différentes en octobre. Donc, je tenais déjà à vous dire que le mois d'octobre, ce sera le mois de cybersécurité. Donc, il y aura plusieurs événements et ces événements seront dédiés à la culture cyber, à la promotion de tout ce qui est les mesures de cybersécurité au sein des entreprises dans nos vies privées. Cet événement donc mois d'octobre date déjà plusieurs années, pas encore réellement connu par le grand public. D'ailleurs, je vais profiter. Est-ce que quelqu'un de vous travaille déjà en cybersécurité ou connaît cet événement qui s'appelle mois de cyber? Vous pouvez répondre dans le chat, ça nous donnera un petit peu la compréhension de d'où vous êtes et dans quelle galaxie vous naviguez. Non, pas de réponse. Ok. Vous m'entendez bien? Non plus. Tout par l'ANSSI. Pas que pour l'ANSSI. Par l'ANSSI, il y a même cybermalveillance.gouv.fr qui a pris cette organisation depuis quelques années et justement l'aider à faire en sorte que le mois de cyber est plus en plus et mieux en mieux surtout connu par le grand public parce que nous, les acteurs de cybersécurité, nous sommes très motivés pour faire le travail et les interventions pendant ce mois-ci, mais on voit toujours que ça reste un peu entre soi. Et on aimerait bien qu'à un moment ou un autre, ça prend les proportions plus importantes. Donc, avant de commencer, je voulais aussi parler de deux éléments. En fait, finalement, l'élément de prétexte pour cette webinaire et les tentatives d'attaque que j'ai vécues, compte tenu que cet été, il y a eu plusieurs grandes sociétés, grands comptes, les sociétés en télécom, Google, les sociétés télécom en France, en Europe, Auchan, Air France, KLM et tas d'autres sociétés qui ont vécu des cyberattaques assez importantes parce que ça a donné les fuites de données, les données personnelles avec les numéros des mails, les numéros de cartes de fidélité, par exemple, bien sûr, nom de famille, adresse et peut-être les personnes qui ont parrainé. Et tout ça, ça nous amène à penser qu'il y a la croissance des attaques qui va avoir lieu à la rentrée, parce que souvent, les attaquants, les pirates, ils attendent ces informations personnelles pour les utiliser dans leur but malveillant. Et donc, comme moi-même, j'ai vécu, j'étais pas victime, mais j'ai vécu les tentatives d'attaque, je me dis c'est un bon prétexte pour préparer ces webinaires. Mais au-delà, la vraie raison, on va dire l'envie qui est derrière, c'est aussi parce qu'à chaque fois quand nous faisons les interventions auprès de TPE ou même les sociétés de type ETI, nous apercevons que la cybersécurité est systématiquement connotée à l'IT et donc les personnes pensent avoir la culture cyber au moins au niveau
débutants, mais en réalité, finalement, tout ce qui est l'ingénierie sociale, les parades que les attaquants peuvent utiliser sont absolument pas connues. Et donc, pendant l'été, j'ai repris la lecture d'un livre que j'apprécie beaucoup qui s'appelle « Les facteurs émotionnels au cœur de la cybersécurité ». Je pense que c'est très important désormais parler de la facteur émotionnel, en fait, du facteur émotionnel et surtout de la place de l'humain dans ce bastion contre les attaquants. Et donc, nous avons préparé le support dans ce sens-là. Dans la première partie, je vais vous parler des éléments relatifs à l'ingénierie sociale et ensuite, je vous présenterai les éléments qui viennent de ma vie donc personnelle. Quand on pose les questions, c'est quoi la cybersécurité, très souvent, nous n'avons pas de réponse. Il n'y a pas de réponse concrète. On nous dit, ah oui, c'est très important, cyber, oui, c'est piratage, c'est phishing, c'est la data, en fait, c'est très approximatif. Et finalement, la plupart des gens avec qui nous avons l'opportunité de travailler, je veux dire des métiers divers et variés, pas évidemment des métiers cyber, ils ne peuvent pas en quelques mots dire c'est quoi la cybersécurité. Et donc, comme je me dis, c'est intéressant quand même qu'on commence par cela et qu'on rappelle que la cybersécurité, ou parfois on dit sécurité ou sécurité du numérique, etc., c'est réellement pratique consistant à assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations en protégeant les réseaux, les appareils, les personnes et les données contre tout accès non autorisé ou toute exploitation criminelle. Donc, cela dit que parmi les axes que la cybersécurité utilise, bien sûr, elle utilise la technologie, elle utilise les process, mais utilise aussi les compétences humaines et les connaissances aussi des employés pour savoir détecter des attaques. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Si on veut bien avancer. Donc, quelles sont les trois principales zones d'action? Je ne dirais pas domaine parce que c'est pas exactement le terme, plutôt les regards ou les zones d'action, oui, les axes de la cybersécurité. Si je pose cette question à tout passant, bien sûr, on va dire que c'est la sécurité technique. Donc, il y a la dimension technologique qui est très présente et d'ailleurs très complexe. Ensuite, il y a le facteur organisationnel, c'est-à-dire pour savoir ce qu'on veut protéger, avec quels moyens on veut protéger, avec quel budget on veut protéger, est-ce qu'on doit se protéger ou pas. Il y a bien sûr la réflexion sur comment je m'organise et quelle ensuite technologie j'utilise pour mieux protéger. Mais il y a aussi le facteur humain qui sur la même place que la sécurité technique et organisationnelle, je veux dire sur le même niveau, parce que c'est ces trois piliers de la cybersécurité qui doivent être mis en œuvre de manière cohérente pour assurer une protection efficace contre les cybermenaces. En fait, il faut voir la discipline cybersécurité comme l'ensemble des actions qui nous aident à nous préparer et nous protéger contre un storm. On va prévoir certaines actions, on va agir quand le storm arrive et on va ensuite minimiser, nettoyer, on va faire en sorte que la vie reprend normale et toujours dans l'objectif, c'est minimiser les risques et les dommages potentiels. Et donc, cybersécurité et les facteurs humains, pour moi, ça prend une place pas encore suffisamment centrale. Et le facteur humain est souvent perçu comme le maillon faible en matière de cybersécurité numérique. C'est vrai parce que souvent les attaques viennent de l'intérieur ou profitent de la faiblesse humaine au sein de l'entreprise, tels que phishing, tels que corruption et plein d'autres. Et le facteur humain est crucial dans les risques de cybersécurité en entreprise quand les erreurs humaines sont souvent à l'origine de vulnérabilités. Mais une fois dire cela, c'est assez culpabilisant et nous pensons que surtout pour les entreprises orientées humains, donc les entreprises de taille modeste, il faut mener les actions pour décomplexer
déjà les personnes, les employés, les collaborateurs, mais aussi expliquer suffisamment pour que le facteur humain devienne un rempart, en fait, une vraie protection contre les cyberattaquants. Et c'est là, en fait, sur cette, on va dire, note qu'on aimerait mener notre présentation aujourd'hui. Donc, pourquoi le facteur humain est un jeu majeur de la cybersécurité en entreprise? Est-ce que quelqu'un de vous peut-être veut répondre? Il a des idées? Est-ce que vous êtes d'accord que le facteur humain est un enjeu majeur de la cybersécurité en entreprise? Si tu veux que je fasse un sondage? Non, c'est très bien. Si les gens m'écoutent, il suffit que vous juste réagissez dans le chat. Sur un écran à côté, je vois les réponses. Il y a peut-être le temps de latence, c'est le maillon qui peut être faible. Certes, c'est souvent considéré comme maillon faible, mais il peut devenir maillon très fort. Maillon très fort. Et nous avons vu les cas dans les entreprises qui techniquement n'ont pas été équipées, les processus n'ont pas été documentés ou rodés, et c'est le comportement des collaborateurs qui ont fait que les attaquants n'ont pas réussi à aller au but de leur attention. Ok, je vous propose de continuer. Donc, quand on dit le facteur humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire émotion. Nous ne réagissons pas de la même façon si nous avons bien dormi ou nous avons mal dormi, si nous avons passé une bonne journée professionnelle ou à une réunion personnelle ou professionnelle s'est bien passé. Nous avons nos horloges biologiques, nous avons nos histoires aussi personnelles, etc., etc. Il n'y a pas un être humain qui réagit de la même façon face à la même situation. Bien sûr, il y a peut-être les similitudes, mais même la même personne, dans les situations différentes, par rapport à elle-même, il va donner les réactions qui sont différentes. Bon, donc, le cœur, pour moi, il a toute différence par rapport à la technologie ou par rapport à l'organisation. C'est cette caractère changeant grâce au fait que nous sommes des humains. Donc, on vit la vie tous les jours et donc nos émotions, notre corps biologique, notre corps émotionnel, notre finalement capacité à traiter l'information, il est très différent que si c'était une machine en face d'un écran. Donc, quand il s'agit de cette, quand on a fait déjà ce postulat et quand en fait on est face à réflexion comment on va mener la sensibilisation pour une société ou pour une autre, afin d'agir, il faut comprendre déjà c'est quoi le facteur humain, comment la société est organisée, et même j'invite à ceux qui se posent cette question-là pour devenir plus armés en termes de cybersécurité ou qui sont amenés à organiser les campagnes de sensibilisation ou les séances de sensibilisation au sein de leurs entreprises, s'intéresser à certains cadres, comme ici je donne un exemple, le cadre Midspace, qui est donc est connu depuis 2012, en fait, qui était, on va dire, documenté depuis 2012, qui permet d'identifier quels sont les facteurs d'influence sur le comportement humain. C'est pas l'objectif de notre webinaire, je donne ça comme un exemple, mais toujours est-il, une structure de l'autre, peut, même dans le même secteur d'activité, peut ne pas la même réaction, la même culture cyber, la même réaction. Alors, tout simplement, les employés sont motivés, qu'est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils ont envie de réagir en fonction qu'on leur demande, et aussi de leur pattern, leur comportement personnel, tout simplement. Donc voilà, pour commencer, humain veut dire les émotions. Et donc, dans tous les types d'attaques, assez souvent, sauf peut-être les attaques qu'on dit APT, où il y a déjà un fort niveau de technicité par définition est nécessaire. Très souvent, si on prend le kill chain, avec l'attaque kill chain, c'est-à-dire par quoi ça commence, par les renseignements, l'ingénierie sociale est un rôle très important. Et donc, l'ingénierie sociale, il n'est pas encore assez, à mon goût, connu ou, on va dire, compris par la population. Nous avons tous les outils numériques.
transformation numérique s'est accélérée et surtout depuis les années de Covid, mais ce n'est pas que nous pouvons être bientôt qu'ils trouvent ou pour qu'ils nous invitent, nous forcent à réagir de certaines façons. Donc, lorsque personne à la cybersécurité, lorsque nous pensons à la cybersécurité, la plupart qu'ils sont des informatiques, technologiques, on dit souvent c'est IT. Moi, je répète encore une fois, le métier d'IT et le métier de cybersécurité, ce sont deux métiers différents qui travaillent ensemble, mais ce ne sont pas les mêmes métiers et dans les sociétés, l'équipe ou l'infogéreur qui s'occupe de l'IT, il ne va pas forcément s'occuper, et très souvent, il ne s'occupe pas de la cybersécurité. Donc, il existe une autre façon de s'introduire dans les organisations et les réseaux, c'est profiter de faiblesses humaines. L'ingénierie sociale est tout simplement une technique qui permet d'accéder à des informations ou à des réseaux de données grâce à une technique de manipulation. Nous sommes tout simplement manipulés, soit par les moyens envoyés, soit par les appels, etc. Nous allons voir ça plus tard, soit par les personnes physiques même qui peuvent passer devant la porte de nos bureaux. Et c'est toujours dans l'objectif de trouver le maximum de l'information nécessaire pour lancer les attaques. Donc souvent, ce sont les 5 émotions qui sont utilisées, si je fais de façon assez macro, dans les attaques d'ingénierie sociale. C'est la peur, c'est la cupidité, c'est la surprise, c'est la colère et c'est la curiosité. Donc, il existe plusieurs types d'attaques d'ingénierie sociale. Déjà, il faut se dire que l'ingénierie sociale est un moyen extrêmement efficace. En fait, réellement extrêmement efficace pour les cybercriminels d'obtenir un accès non autorisé à vos informations, aux informations de vos entreprises, pas uniquement à vos informations personnelles, via téléphone, ordinateur ou tout appareil électronique, et même, comme je dis tout à l'heure, en se présentant physiquement et en discutant avec vous. Les cybercriminels créent des escroqueries qui tentent de tirer profit de nos émotions en nous poussant à agir rapidement sans évaluer pleinement la situation. Donc, la première chose, c'est leur connaissance du fait qu'on est humain et donc on peut réagir de certaines façons grâce à certains stimuli, on parlera tout à l'heure, et d'autres choses, elles vont finalement provoquer ces émotions et nous empêcher à agir de façon assez réfléchie. Parmi des types d'attaques, il y en a plein, donc je parle d'ici d'hameçonnage, ça veut dire qu'il y a les mails piégés qui nous demandent de saisir les informations personnelles ou cliquer sur un lien qui nous oriente vers un site qui finalement n'est pas le vrai site et de toute façon nous demande de saisir les informations. Ça peut être les prétextes tels qu'un appel téléphonique, un mail à pseudo de notre dirigeant qui nous demande de lancer tel et tel virement financier. Ça peut être même quelqu'un qui passe devant avec un bloc-notes en disant que je dis cet immeuble, je cherche telle et telle information. Ça peut être les techniques d'appât, telles qu'une clé USB sur laquelle on a écrit vous avez à avoir l'accès à l'information personnelle de votre dirigeant ou la liste des salaires de tous les collaborateurs de l'entreprise ou que sais-je. Évidemment, quand on parle d'hameçonnage maintenant avec le deepfake et les outils développés grâce à l'intelligence artificielle, on va beaucoup plus loin, on va dans l'hameçonnage vocal, voire vidéo. Quitte pro quo, c'est quelque chose qui est pas souvent parlé, mais quand on nous demande un échange, c'est-à-dire qu'on va chercher une information, on nous demande, OK, on va vous donner cette information, si vous remplissez, on tombe sur un site, elle dit, oui, très bien, on sait bien vous donner cette information, remplissez, s'il vous plaît, tel et tel sondage. En remplissant ce sondage-là, on donne déjà certains types d'informations, sans savoir finalement que derrière le service qui nous sera proposé, il n'est pas vrai, il n'est pas professionnel, ou peut-être même la solution technique telle qu'antivirus qui nous a proposé avec, je dirais pas gratuitement, mais au prix beaucoup moins cher, il est fausse, voire malveillante. C'est du vécu. Nous avons eu un exemple d'un collaborateur chez notre client qui a cherché à comparer les solutions antivirus. Donc, il a téléchargé comme ça une solution. Non seulement il a rempli le formulaire en disant pourquoi elle cherche, dans quelle entreprise elle travaille, il a laissé ses coordonnées. Ensuite, il a téléchargé l'exécutable. Donc, c'était un exécutable qui
qui était lancé depuis son poste et finalement le VR s'est propagé et le pirate il a pu prendre les contacts et ensuite les emails ils étaient envoyés à l'ensemble des entreprises, mais ça a été stoppé avant que le chiffrement et la demande de rançon a été demandé. Donc, c'est aussi un voie de spam et piratage des messageries électroniques pour qu'on fait parce qu'on récupère vos contacts. Très souvent, on entend dire que, ah oui, mes données personnelles, c'est pas grave, qui va s'intéresser. En réalité, c'est une mine d'or et les attaquants, ils s'intéressent plus que s'intéressent. En fait, c'est leur moyen de travail. Et donc, on peut, finalement être dévasté de qu'on donne à nous-mêmes en fait l'accès à nos contacts sur les messageries électroniques et finalement après les personnes vont envoyer de notre entre guillemets de notre nom les demandes d'aide ou autres à tous les contacts et à quelqu'un souvent qui réagit. Il y a aussi exploitation au chat, c'est quelque chose qui demande un peu plus de temps, c'est-à-dire qu'on trouve une cible, une société, et donc petit à petit, on rentre à discuter avec les gens, on les appelle, on prend les informations, et au fur et à mesure, on possède les informations, les éléments qui peuvent nous compléter cette phase qu'on appelle renseignement dans l'attaque, on va dire, process de construction d'attaque qu'on appelle kill chain. Mais comme ce n'est pas l'objectif de notre webinaire, donc j'avance. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien les poser. Les attaques d'ingénierie sociale sont particulièrement difficiles à neutraliser quand elles sont conçues pour agir sur les qualités humaines naturelles, comme la curiosité, le respect, l'autorité, le désir d'aider des amis. Est-ce que tu peux revenir? Les cybercriminels cherchent à nous pousser à agir et donc provoquer les émotions et surtout qu'on réagisse sans penser de façon critique par rapport à une situation. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous avons, si je schématise, deux modèles de pensée, deux systèmes de pensée. Le premier système de pensée, il est rapide et intuitif, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les raccourcis mentaux. Ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet de fonctionner en mode pilote automatique et finalement alléger notre charge mentale dans la journée. Et deuxième système, c'est le système, on va dire, où on passe du temps, il est plus lent, il est délibéré et lent, parce que c'est le système qui est pour qu'on puisse réfléchir et prendre des décisions. Donc, les cybercriminels dépendent, le succès des attaques dépend du fait que nous n'utilisons pas ce type de prise de décision et nous faisons plutôt confiance à nos émotions et à la réponse du système numéro 1. Donc cette provocation d'un, on va dire, volcan d'émotions, qui est justement souvent je dirais utiliser, je me répète, mais plutôt réfléchir avant de construire un email de phishing ou un appel ou un SMS est très efficace et puis apporte les résultats parfois beaucoup plus rapides, comme s'il fallait s'équiper des compétences technologiques ou des outils. Donc, comment, tout ça on a dit, maintenant comment échapper aux attaques d'ingénierie sociale. Avant d'en parler, je vous présente ici tout au milieu l'histoire. C'était un virus qui s'appelait I Love You. Le virus, c'était la première attaque cyber qui a montré ou illustré de façon significative la force de l'ingénierie sociale. Donc, comme vous voyez bien ce qui est illustré sur le dessin, c'est un email qui est envoyé avec une pièce jointe qui écrit « C'est que pour toi l'information confidentielle et je veux dévoiler mes sentiments ». Il date de 2000, il a causé plus de 10 milliards de dollars de dommages et il a même créé comme conséquence de création des CERT. Ce sont des donc CERT, CERT, ce sont les centres response team. Pardon,
Pardon? Cette personne gouvernementale. Non, c'est pas, donc c'est pas les centres gouvernementaux, mais globalement au sein de sociétés et au sein de gouvernements, les services qui font la veille sur les attaques. Je voulais dire en français, mais j'ai pas réussi. Je voulais éviter les anglicismes. Et donc, finalement, on va dire, parmi les stratégies qui utilisaient, c'est appuyer sur l'autorité, chercher à faire en sorte qu'on réagisse sur l'autorité, affection, rareté, urgence, preuve sociale, réciprocité, honte. C'est aussi le sentiment qui peut être très fort et très souvent la combinaison de plusieurs. Pourquoi je dis honte? Parce que souvent, quand on est attaqué, on ne va pas forcément partager avec les autres parce qu'on pense on est tombé dans les panneaux et c'est extrêmement débile, mais en réalité, ça va tout à fait dans la stratégie des pirates parce qu'ils savent qu'une fois un employé attaqué ou une personne privée avec un sein de la famille, il ne va pas forcément partager avec les autres aisément et il va continuer à donner de l'argent parce qu'il est chanté si jamais par exemple, et il s'agit d'harcèlement sexuel, ce qui est une attaque dans le monde privé assez répandue. Et donc, les attaquants utilisent la combinaison de ces plusieurs stratégies. Comment il faut réagir? Il faut, d'une part, ne pas confondre la vitesse et la précipitation. Assez souvent, le caractère d'urgence, il est présent. Évidemment, il y a d'autres caractères qui peuvent être là. Mais déjà, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je reçois sur mon téléphone ou un appel qui me parle, la personne me parle, comment elle se présente, etc. Est-ce que ça semble suspect? Si je reçois un courriel qui provient d'une adresse que je ne connais pas ou une demande qui n'est inhabituelle, si vous connaissez la fraude au président, assez souvent c'est basé sur le fait qu'il y a une personne qui reçoit un appel ou un email même de son N plus 4. Il se sent tellement flatté que finalement, il ne se pose pas de questions. Pourquoi c'est moi? Parce qu'il il est tellement content, il vit son ascenseur émotionnel et il commence à faire les virements. Ensuite, il est chanté, donc il continue de le faire parce qu'il a peur peut-être d'agir et puis peut-être de se faire découvrir. Bon, bref, quand on reçoit une demande qui n'est pas habituelle, il faut tout de suite se poser la question qu'est-ce qui m'arrive? Deuxième chose, ça semble très beau pour être vrai. Si on ne gagne pas au loto dans le monde réel, il n'y a pas de raison qu'on reçoit les invitations aux événements comme la semaine de Fashion Week ou autres en demandant un emploi de façon qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est très lié aussi avec cette envie de rareté, de dire tiens, j'ai peut-être beaucoup de chance. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est pas réellement vrai. Et la meilleure défense contre les cybercriminels est d'utiliser les systèmes de prise de décision c'est-à-dire s'arrêter et analyser la situation avant d'agir. Donc, si vous n'avez pas de questions, je continue. Donc, ce que j'ai dit au début de ce webinaire, la fuite des données personnelles constitue une véritable mine d'or pour les attaquants. Donc, elle leur permet de recueillir des informations précieuses. Parfois, elles les achètent, c'est-à-dire que les cybercriminels organisés aujourd'hui dans les holdings, dans les sociétés spécialisées. Donc, il y en a certains qui volent des données, d'autres travaillent sur l'ingénierie sociale, ils préparent les bases de données. Les troisième groupe, elles veulent utiliser ces informations. Quatrième, faire R&D pour chercher construire, designer des outils plus en plus sophistiqués, y compris en matière d'ingénierie sociale. Donc, et qui peuvent ensuite utiliser toutes ces données personnelles pour mener les attaques ciblées comme le phishing, usurpation d'identité ou le chantage numérique. Donc là, vous voyez, les 34, très bien. Donc, vous voyez ici le mail que j'ai reçu le 25 août. Je pense que parmi les reçus avant, celui-là, il est assez intéressant parce qu'il vous laisse, il est un peu suspect, on dit service Majority Scott, ça, tout de suite, je regarde, je veux dire, ça me dit rien, je comprends pas. Après,
alerte transaction, votre compte a été débité de 2800 €, appelez le service technique, tac, 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 si le paiement n'est pas le vôtre. Donc, au début, ça provoquait chez moi le sentiment de colère. J'ai dit, voilà, les infos, mon adresse email a fuité quelque part, qu'on voyait, ils ne m'adressent pas à moi, ils ne connaissent pas forcément que je suis, qui suis-je, mais cette adresse est envoyée sur mon adresse professionnelle. Donc, je me dis, bon, c'est intéressant, surtout que je suis quand même dans la profession. Je vais appeler ce numéro et nous allons nous renseigner. Donc, au début, j'appelle et la personne me dit, oui, bon, bonjour, c'est du service de service. Je dis, pardon, c'est quel type de service? Donc, il m'explique que c'est service de fraude. Je dis, de fraude de quelle organisation? Donc, la personne me dit quelque chose que tout de suite, je dis, OK, c'est une arnaque et j'ai pas le temps d'y passer. Finalement, je dis, bon, ce serait quand même intéressant de creuser. Et ce que je fais en parallèle, je vérifie quand même mon compte bancaire, professionnel et personnel, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui corrèle, en fait, s'il n'y a pas les virements qui sont en cours et qui correspondent à ce montant-là. Parce que peut-être qu'ils ont pu pirater plus loin que juste connaître mon adresse mail. Donc finalement, on prend avec Marie-Luce les situations plutôt par le bon côté, on va dire derrière. Donc la personne elle commence à dire, OK, c'est quoi votre numéro de référence? Donc Marie-Luce donne le numéro de référence. Elle dit, ah OK, je vois, donc c'est Boulanger et tout, donc vous allez être débité de tel montant. Donc on dit, bah, c'est étrange parce que je vois rien sur mes comptes. Elle dit, oui, ça viendra demain, il faut regarder aussi dans les montants à venir. Donc elle commence à me raconter. On dit, mais vous êtes quel service? On dit, bah, nous sommes du service antifraude. Mais service antifraude qui? Service antifraude de Amazon Boulanger, quelque chose comme ça. On dit OK, et donc vous occupez de quoi? Ben, je dis, si c'est pas votre virement qu'on voit dans notre système, il faudrait qu'on l'arrête. Je dis, très bien, et c'est un monsieur qui me parle, un monsieur qui la voix d'une garagiste quelconque, donc qui est, on va dire, qui fait son travail et dans la pression de faire son travail. Donc, finalement, il me donne une information qui était quand même un peu intrigante. Ah oui, je vois votre dossier, vous connaissez tel. Et moi, effectivement, c'est ça que je connaissais avant. Il a dit, mais je n'ai pas creusé en disant que pourquoi vous parlez de cette personne, etc. Mais petit à petit, il m'a donné des informations qui peuvent m'inquiéter davantage. Si je n'étais pas inquiétée au début, je dis, bon, j'appelle quand même pour voir. Il donne l'information qui m'inquiète de plus en plus. Ensuite, il dit, bah, quel est votre établissement bancaire? Je dis, bah, voilà, Crédit Agricole. Il faut savoir que les cartes éditées, les cartes bancaires éditées avec les premiers 4 numéros qui correspondent à un établissement bancaire. Donc, très souvent, ils peuvent, en faisant ah oui, ça doit être ça commence par 5, ça commence par SLI, etc., c'est bien ça. Donc, ils peuvent donner l'impression qu'ils ont réellement vu sur votre information bancaire. Donc, et ensuite, elle me demande, okay, voilà, vos 4 numéros, le premier, c'est peut-être ça. Je dis oui, effectivement. Et elle dit, bah, donnez-moi, pardon, c'est pas moi, mais avec Marie-Luce qu'elle dit. Et ensuite, elle dit, bah, donnez-moi les autres numéros. Donc, on pose la question, bah, pourquoi? Bah, parce que, pour vérifier, parce qu'on dit, si vous avez l'information, c'est plutôt vous qui donnez ces numéros-là. Mais là, c'est pour vérifier que c'est bien vous, etc. Et donc, on dit, bah non, on n'est pas à l'aise à donner ces coordonnées. Et bon, tout de suite, ça a été raccroché. Donc, voilà la situation vécue. Nous étions contents d'aller jusqu'au bout parce que par la suite, ce que je fais, je suis allée sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui est la plateforme à destination des particuliers et des professionnels, en fait, les entreprises et particuliers, et qui permet de regrouper l'ensemble des signalements, voire les dépôts de plainte. Et donc, je fais le signalement, j'ai indiqué que tel et tel mail j'ai reçu. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que ça permet d'identifier l'ensemble de cas qui sont regroupés et voir agir contre ces malfaiteurs. Donc, y a-t-il des raisons pour m'inquiéter? Finalement, je pose la question comme ça à tout le public. Est-ce que j'ai eu les raisons pour m'inquiéter? Finalement, ce que je fais, je vérifie la source, bah, je réfléchis. Est-ce que je fais les achats? Je n'ai pas fait les achats. Admettons que je l'ai fait.
ces achats-là. Donc, ça veut dire que dans mon algorithme, je dis oui, peut-être il y a quelque chose qui cloche, peut-être qu'on m'a mal prélevé ou trop prélevé, j'en sais rien. De quelle information dispose-t-il? Donc, les gens qui sont au l'autre bout du fil, ou même par email, qu'elles ont comme information? À quel point ces informations me concernent en réalité? Échapper au piège, c'est-à-dire que je pouvais rester inquiète, je pouvais appeler et aller jusqu'au bout pour dire ok, je vois que c'est rien à voir et faire le signalement pour aider aussi la communauté. Demander une preuve, oui, parce qu'à un moment donné, donc on posait une question, mais quel service dites-vous que vous êtes? Et la personne, elle était très très vague. Ça se voyait qu'elle voulait vite débarrasser de questions qu'on pose pour aller continuer à nous, en fait, continuer son scénario, on va dire. Est-ce réaliste? Évidemment, c'est peut-être la question qu'il fallait déjà poser dès le début. Est-ce réaliste que je peux, en fait, être réaliste dans le sens, parce qu'on ne sait pas si c'est une fraude et ça peut arriver aussi, et donc s'il y a un prélèvement qui est en cours, il faut l'arrêter, mais si jamais j'ai pas fait les achats, et surtout quand je vois pas sur mon compte bancaire les informations qui montrent que je vais être débité, donc ça veut dire que c'est pas réaliste, on peut toujours attendre et ensuite réagir vu qu'on a des preuves par email, et donc et surtout ne pas se précipiter. Donc voilà, je vous prie de noter cette adresse, cette URL cybermalveillance.gouv.fr, et je vous invite régulièrement, si vous avez les doutes par rapport au mail ou il y a des spams ou autre chose, donc réagir parce que ça aide à l'ensemble de la communauté à plus vite démasquer les attaquants. Et deuxième mail que j'ai reçu une semaine après, mais je l'ai supprimé parce que finalement j'ai pensé de l'avoir gardé, mais il ressemble beaucoup à celui-là qui est le premier, qui est autorité. Donc là, on voit quatre exemples qui est basé sur un des sentiments dominants, autorité, ou rareté, l'amour ou sympathie, la rareté ou harponnage. Donc moi, je reçois un mail qui ressemble à vrai et qui provient d'un grand compte, un client avec qui je travaille et qui demande de mettre à jour mes informations clients sur leur plateforme. Il faut dire que les mails de ce type-là, je reçois beaucoup. Et plus ou moins régulièrement. C'est pas non plus très clair comment c'est présenté et c'est toujours avec l'information comme quoi il y a ce lien-là, connectez-vous. Et quand vous connectez, évidemment, vous remplissez vos identifiants, vos logins ou vos passes. Donc, quand j'ai vu finalement cette information, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a une demande à le faire assez vite, c'est-à-dire qu'on voit c'était écrit avec le ton d'autorité, qu'on voit ici sur l'exemple d'autorité, et on dit que vous devrez fournir ces informations ou faire cette mise à jour dans le délai de 24 heures ou quelque chose comme ça. Donc, sur quoi j'ai dit, c'est non. Et puis, voilà, l'urgence, il n'y a pas d'immédiateté, quoi. Donc, le client grand compte, très bien, l'urgence demande de mise à jour immédiate. Donc, ça m'a interpellée. Je dis, bon, c'est le deuxième d'attaque, donc c'est peut-être l'intérêt de faire ce webinaire. Donc, pour continuer, cette pression psychologique n'a pas fonctionné sur moi, mais néanmoins, ça donne cette réflexion à avoir. Et donc, en conclusion, j'ai 2 slides pour vous. La première, que nous sommes en plein cœur d'un changement systémique, c'est-à-dire que la transformation digitale, l'usage des outils numériques, des plateformes différentes, des outils différents, des accès différents, les mots de passe qu'on nous demande à changer, ça crée et ça accentue, en fait, ça crée déjà un certain flou ou certain charge mentale, et il est accentué aussi par la facteur d'urgence, la peur, l'angoisse. Donc, ça génère un foison de vulnérabilité dans les systèmes d'information. Les attaquants utilisent plusieurs biais cognitifs, parmi lesquels attention sélective, c'est-à-dire un être humain n'est pas capable d'analyser des informations importantes rapprochées dans le temps. C'est-à-dire que nous allons toujours sélectionner quelque chose et puis notre cerveau va réagir au plus vite pour se débarrasser de tâches. Ensuite, il y a devoir de licence, parce qu'au moment où donc on a reçu l'éducation et donc ça fait que dans nos schémas, souvent c'est ancré, et aussi supériorité illusoire, et c'est ce
qu'on voit aussi très très souvent, les humains sont généralement trop optimistes. Ils vont très souvent dire ah non, un mail phishing, je vais le connaître, je vais le comprendre, je vais pas réagir. Et moi je lui dis que non, c'est plutôt la manière comment je gère ma maturité émotionnelle qui me permet d'être davantage alignée et pas la perception de ma supériorité soit en matière d'attention, soit d'autres. Donc les attaques provoquant une réaction sont préparées pour susciter justement la peur, la surréalité, la curiosité, la cupidité, la nécessité, le besoin d'espoir, etc., etc. Les besoins de domination, de pouvoir, de plaisir, sexe ou argent sont les vecteurs les plus difficiles à contrôler émotionnellement. Ces phénomènes peuvent être amplifiés par l'ascenseur émotionnel, la soudaineté, la violence ou l'urgence. Donc, pensez-y, notez dans vos têtes ces informations. Et donc, pour aller à la conclusion, deuxième page de la conclusion, donc, ce que je dis qu'une cyberattaque est avant tout un groupe d'humains qui attaquent un autre groupe d'humains, d'où l'importance du facteur émotionnel. Les fraudeurs, c'est plus en plus sur notre comportement ou le comportement des victimes que les moyens techniques pour déclencher une attaque et obtenir des informations. La réussite des attaques dépend essentiellement de la manière dont nous nous comportons, ainsi de la technique et aussi de l'organisation en place. Le facteur humain est le maillon important. Je ne dis pas ici ni faible ni fort, mais maillon important, et la maturité émotionnelle est la composante essentielle de ce facteur. Et je vous remercie. Donc là, je pense qu'on arrive juste sur la page de notre pub pour montrer que nous sommes légitimes de parler de ces sujets. Et surtout, là, il est déjà 47. Si vous avez quelques questions, je vais bien les prendre. Ou si vous voulez me contacter, mes coordonnées, si jamais vous êtes intéressé par le sujet ou vous souhaitez les séances de sensibilisation au sein de vos entreprises. Continuez de nous suivre et vous pouvez toujours nous écrire post-webinaire. Nous serons ravis. Merci à vous. Bonne journée. Restez vigilants. Pardon.